Samedi 16 septembre 2023, la librairie Ombre Blanche recevait le poète Jem Sacré lors d'un entretien avec Yves Charnay et d'une lecture de son œuvre publiée chez l'éditeur Tarabuste, notamment le recueil Une fin d'après-midi continuée. La rencontre était introduite par Christian Thorel. Bonne écoute. Voilà, bonsoir. Il y a vraiment de tout, hein. Il y a du patrimoine, il y a du rugby, il y a un concert. Je crois qu'il y a la rue il y a aussi la cave poésie. C'est bouillonnant, hein. Bouillonnant et varié. Et puis il fait très chaud. Merci d'être présent pour cette rencontre. Bon, il fallait bien aussi donner des mots, des vernissages. Bon, parce que finalement, les vernissages, c'est pas très élégant. Mais en tout cas, c'est, on va dire, des points de suspension dans quelque chose qui s'est produit depuis le mois de juin, depuis la fin du printemps. Et voilà, et on va aborder l'automne. Nous aurons passé l'été ensemble, mais c'est pas fini. Alors, j'ai donné un petit ordre du jour, un petit sommaire. D'abord, merci à Jem Sacré d'avoir fait le voyage depuis les confins de l'Occitanie, là-bas, hein, depuis Montpellier. Donc merci aux trois de Tarabuste d'avoir fait le voyage depuis le cœur de la France, donc depuis entre Limoges et Châteauroux, coincé, le petit village qui domine toute la route. Donc Claudine Martin, Tatiana Lévy et Jamel Mescache qui ont fait des kilomètres ce matin pour venir à la fois écouter, parler, et puis demain mettre un peu d'ordre et faire des paquets. On travaille. Oui, mais il faut savoir revenir. Voilà, donc nous aurons une conversation là, qu'on va une trentaine de minutes avec Jamel, puisque Claudine n'a pas souhaité. Bon, Claudine, elle est là, en tout cas, et Tatiana aussi, elles sont là toutes les deux. Merci. Donc c'est Jamel qui représentera la maison. Claudine a dit la communication, c'est lui. Alors bon, très bien. Moi, c'est le mot communication qui m'a quand même gonflé. Hein. Et donc on aura un petit entretien avec Jamel sur la maison, qui est la leur. Et puis après, je demanderai à Jam de dire aussi des mots sur la maison, un peu, avant qu'il ne lise des moments d'une fin d'après-midi continuée. La maison qui est aussi la sienne. Voilà, non mais ça justement, je vais le dire maintenant. Et après la lecture, il y aura un entretien avec Yves Charnay, ce qui fera, on va dire, on a commencé, c'était acte 1 avec Yves et le libraire de Gambetta. Voilà, et cet acte qui est un acte inaugurant, j'espère, d'autres choses à venir, et qui est aujourd'hui avec Jem Sacré. Alors voilà, moi j'ai écrit là quelques mots rapides pour donner un peu des mots d'une peut-être conclusion, qui n'est pas une conclusion, sur ce que nous avons fait ensemble depuis le début de l'été, donc habiter avec. Voilà, c'est ce que nous avons fait avec cette maison et ce qu'elle a pu amener, la maison Tarabuste, donc depuis les premiers jours du juin, donc habiter avec les artistes et les poètes de votre maison à tous les trois, et puis qui est finalement aussi un peu la nôtre à tous. Et puis, il y a habité chez, parce que finalement, il y a cette caravane avec laquelle vous êtes venus, maison qui se déplace, hein. Vous déplacez pour des expositions, vous déplacez pour des cycles de lecture, pour des colloques, dans des centres d'art, dans des bibliothèques. Bon, voilà, vous voyagez quand même beaucoup depuis ce centre de la France. Et donc, il y a une maison, des murs, des toits. J'ai eu la chance de les voir il y a quelques jours. Des machines, des étagères. Il y a des rues et des ruelles dans ce village, ce bourg dans lequel vous avez élu et construit cette maison. Cette maison, donc, dans ce bourg qui est pile au centre du pays, un centre finalement vers lequel vous avez réussi à faire converger des poètes, peut-être qu'ils sont venus sans mal, parce que c'est le centre,
et qu'il y a comme un mouvement naturel vers le centre. Et donc maison dans laquelle ils viennent partager plein de choses que j'ai partagées avec vous, le pain, le vin. Alors le pain et le vin, c'était Hölderlin, hein. Donc évidemment, on va évidemment parler de poésie, cette poésie qui est celle qui vous unit tous avec tous ces amis. Donc la maison, dans cette maison, quand même, il faut pouvoir ouvrir des portes et accueillir des gens. Donc il y a Claudine, Tatiana et toi, Jamel, dans cette obsession commune qui est de faire des livres. Alors, je sais que vous en avez fait un certain nombre, mais on n'est pas là pour partager du quantitatif, mais plutôt savoir comment ces livres, on les lit, on les élit, on les fabrique, et puis on les donne à lire. Voilà, donc on s'était dit que peut-être on ferait un tout petit peu de retour en arrière. On s'est dit ça il y a quelques minutes. Hein. Et donc comment vous vous êtes inscrit dans un moment où la poésie et l'édition de poésie, elle a un peu changé de braquet, en quelque sorte. Pas tout à fait parler de génération, mais je trouve qu'on est de la même, et il s'est produit quelque chose dans les années 80 pour les éditions de poésie qui ne se produisait pas avant, et notamment cette dimension de se donner et de fabriquer des livres et de les donner à lire. Voilà, il y a beaucoup de maisons qui sont nées dans ce même temps pour de la poésie. Les années 80, pour le situer. Oui, je crois que ça correspond à peu près à l'époque où nous-mêmes, nous avons décidé de faire de la poésie et d'en faire à la fois de manière personnelle, c'est-à-dire avec ce qu'on aimait exclusivement, ou presque, mais aussi de manière différente, c'est-à-dire ne pas dépendre d'un système qui nous obligeait à des contorsions, des complications à la fois financières, qui n'étaient pas de notre appréhension rapide. Et comme on était un petit peu marxisant sur le bord, on s'est dit que le mieux c'était de dominer l'outil. Donc de technicien de tas de choses, on est devenu imprimeur, éditeur, placier en bibliothèque, librairie, etc. On a fait l'apprentissage des outils qui étaient nécessaires à la mise en place du livre depuis sa fabrication, c'est-à-dire depuis la rencontre avec l'auteur jusqu'à sa mise en place en librairie, voir la bibliothèque, voir, etc. Et tu as raison. Beaucoup d'ambition, oui. Je ne vous cacherai pas que dès l'origine, on avait su que si on devait aller voir un banquier, si on devait louer des stocks, si on devait suivre la voie avec les fourches codines que l'on connaît, notre aventure était vouée à l'échec. Donc nous, tout de suite, on a compris qu'il fallait qu'on soit libre. C'est pour ça qu'on a toujours réclamé cette petite notion qui aujourd'hui est peut-être un petit peu galvaudée, enfin la résistance, la liberté, l'indépendance, etc., qui pour nous ne devait pas être qu'un mot. Donc on a appris à imprimer, mais vraiment comme un ouvrier, et on a appris à lire comme des intellectuels, et on a appris à diffuser comme des commerciaux, et surtout on a appris à ne pas oublier que tout ça devait être gouverné par un vecteur commun qui est celui de l'amitié. C'est-à-dire que tout cela n'avait de sens au fait que si ça revêtait un caractère d'aventure humaine, et pas simplement un historique de commercialité, d'offensive utilitaire, d'utilité quelconque. Pour nous, c'était la beauté de l'inutile, c'est-à-dire une sorte de nécessité interne qui faisait que aimer la poésie continuait à vouloir dire quelque chose, continuait à vouloir faire que l'on se batte, et pas simplement prôner comme ça des valeurs à la manière de Bandrol, post-68 Ardes, on va dire, gentillette. Hein. On avait les moyens de nos ambitions, et il fallait de l'ambition pour ces moyens, et je pense qu'on les a acquises aujourd'hui. Voilà. Il y a un témoin des premiers temps, puisque Jean Sacré était un des premiers accueillis dans la maison, mais il faut pouvoir faire signe. Comment on fait signe
ouais, oui, bonjour. Je me souviens plus comment Jamel m'a fait signe, en fait, mais il y a vraiment très longtemps, il y avait, aux États-Unis. Comment? Tu étais encore aux États-Unis. Ah, j'étais encore aux États-Unis. Oui, oui. Donc, ça remonte à très loin. Il y avait juste de publier un livre d'Antoine Emaz, qui est devenu un ami depuis, qui nous a quittés, bien sûr, maintenant. Mais donc, tu m'as contacté aux États-Unis? C'était les premiers mails. L'apparition ça balbutiait encore. Oui. La première correspondance, ça coupait, puis ça marchait pas. Le lendemain, il fallait recommencer. Ah oui, oui, oui. Mais le micro. Fais pas comme moi. Oui, ça fait bip, 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 bip. Là, c'est des petits trucs comme ça, des boîtes, et puis ça marchait jamais. Ouais. On a réussi à l'avoir quand même aux États-Unis, parce que j'en avais entendu parler de James Sacré. Moi, je croyais qu'il était américain. Donc. Mais chose curieuse, je pensais qu'il parlait français correctement. Et donc, je me suis dit, un Américain qui parle français, ça, c'est un bon coup pour Tarabus. Donc, que ce soit le deuxième, après tout, c'est pas mal. Je ne parle pas toujours français correctement, d'ailleurs, en fait. Non, c'était un peu je me suis aperçu avec l'usage que c'était ni le français ni l'américain qui l'intéressait. Heureusement, il s'intéressait à la poésie, quand même. Oui, oui, oui. Voilà, il y a eu un premier petit livre que j'ai là avec moi qui s'appelait La solitude au restaurant. J'aimais beaucoup quand Jamel faisait ces tout petits recueils. Et après celui-là, grâce auquel d'ailleurs j'ai connu Antoine, parce qu'Antoine m'avait écrit après l'apparition de ce livre, et puis la correspondance et l'amitié avec Antoine a continué pendant très longtemps. Et après ce premier petit livre, Jamel m'avait proposé d'en faire un comme ça tous les ans. Hein? Alors il y en a eu 3 ou 4, je ne me souviens plus, 3 ou 4, peut-être 5. Oui, oui. Et puis ensuite, il s'est mis à faire des gros livres. Il est devenu un éditeur conséquent. Hein? Et voilà, ça a changé un petit peu, hein, puisque le dernier livre est effectivement un peu épais, hein, vous voyez, hein, par rapport au premier. Et bon, voilà, ça s'est continué. Je me suis trouvé bien chez Tarabuste. En même temps, j'éditais chez un autre éditeur qui s'appelait André Dimanche. J'avais édité au départ aussi quelques livres au Seuil et chez Gallimard. Voilà, mais chez Tarabuste, je retrouvais beaucoup d'amitié avec d'autres poètes, Janine Salès, je connaissais Claude Minière, Antoine Emaz. La maison Tarabuste est peut-être fondée sur des rapports d'amitié, mais également sur une grande ouverture d'esprit vis-à-vis de la poésie. Hein, c'est pas forcément... il peut y avoir du lyrisme assez traditionnel, mais il y a aussi des choses beaucoup plus complexes, comme par exemple les livres de Claude Minière ou de Daniel Dezeuze, hein, ou d'autres. Hein, vous voyez, il y a une très grande variété d'auteurs, finalement, qui publient chez vous. Hein. Et j'ai beaucoup aimé. En plus, l'éditeur, là... était quelqu'un qui arrivait de l'Algérie et de la Tunisie. Moi, j'aimais beaucoup le Maroc et la culture maghrébine. Hein, et donc, c'était agréable également à cause de ça. Pour ça. Voilà. Oui, oui, oui. En plus, c'est un éditeur qui aimait beaucoup la peinture, parce qu'il ne le dit pas, mais il est artiste lui-même. Hein, et donc, j'aimais bien me trouver dans ce milieu qui alliait très souvent la peinture ou la photographie. Je ne sais pas, tu as publié aussi des livres avec des photographes? Oui, oui. Et avec les poèmes, voilà. Hein. Alors, justement, cette grande ouverture, là, on en parlait tout à l'heure, parce qu'il y a, dans un certain nombre de ces maisons qui se sont constituées dans les années 80, il y avait aussi des écoles, quand même. Il y avait aussi des écoles de poésie. Et Tarabuste, c'est quoi par rapport à ce terme d'école? C'est sans défaire, sans défier? Si je dis ça, ça veut dire que je me positionne.
je prends parti pour quelque Mais chose. on le dira pas publiquement. Je ne le dirai pas parce que je ne le pense pas, tout simplement. Parce que d'abord, je ne sais pas ce que c'est qu'une école de poésie, parce que je vais vous avouer quelque chose, je ne sais pas ce que c'est la poésie. Voilà. Donc, on se targue tous de poésie, on dit ce que c'est, tout ça, on fait des machins, des colloques, on en parle un petit peu. Il y a eu un petit frémissement autour de ce qu'on aurait pu imaginer que pouvait être un poème à un moment donné de l'histoire, des années 80. C'était un petit cheval, c'était notre petite âne à nous. On a sauté dessus. Il se trouve qu'il parlait un petit peu plusieurs langues. On ne les comprenait pas toutes. Parfois c'était étrange, on publiait. Parfois c'était incompréhensible. Mais on se disait peut-être qu'il y en a d'autres qui comprennent, donc on publiait aussi. Mais je veux dire tout de suite, on va publier ça parce que c'est de l'homo poeticus purus, je sais pas quoi. Je sais pas, moi je peux pas vous dire ça. J'ai publié ce que j'aimais. Secondo, je venais d'un pays où il n'y avait pas ces écoles. On sortait de l'indépendance, enfin de la guerre, tout ça. Et donc, pour moi, la poésie, je te l'ai dit, ça se limitait à Jean Sénac, qui était notre grand poète national, qui était un poète, on en pense ce qu'on veut, mais il était d'un lyrisme violent, turbulent, un peu maghrébin. Et puis, un gars qui s'appelait Katabi Yassine, qui était l'autre versant de notre littérature. Bon, j'étais muni de ces petits bras-là, et j'ai fait ce que j'ai pu avec. Je veux dire, c'est pas... Donc, effectivement, je connaissais Victor Hugo, on l'avait appris à l'école, je connaissais Verlaine, Rimbaud, Baudelaire, mais je ne savais pas dire que j'étais plus ceci ou cela. Et surtout, je n'aurais pas su dire pourquoi. Parce que quand on dit je suis plus ceci ou cela, il faut se targuer d'un diabétisme, d'une maladie quelque part, de quelque chose, parce qu'on s'interdit autre chose. Moi, je n'étais pas tout cela. J'étais en pleine santé, en pleine forme. Je goûtais à tout, absolument. Et quand ça me plaisait, je prenais. Et donc, se positionner définitivement en se disant jamais je ne prendrai de ce vin-là, je ne savais pas faire. Il y a une espèce de tension entre une sorte de discrétion dans le faire, mais aussi d'intervention. Et tu le dis tout à l'heure, tu disais marxisant, puis bon, c'est Sénac, c'est Yassine. Enfin, quand même, il y a une dimension politique, un peu. Bah oui, en tout cas, il y a un geste. Moi, je suis né pendant la guerre d'Algérie. Mon père était dans les mouvements révolutionnaires. Je suis né avec la poésie algérienne et la poésie révolutionnaire de manière générale, de Nazim Hikmet, en passant par Pablo Neruda. Passant par Pablo Neruda. Quand j'ai eu 20 ans, c'était le Chili d'Allende, et j'ai vu qu'on fêtait ça ces jours-ci. Quand j'ai eu 20 ans, c'était aussi l'autre abruti de Franco, enfin tout ça, c'était notre jeunesse, c'était notre façon à nous d'aimer la poésie. Mais en même temps, j'avais conscience que ça ne pouvait plus être celle de nos aînés. Ça ne pouvait plus être celle d'Aragon, ça ne pouvait plus être cette poésie métaphorique simplement du combat, de cette littérature un peu d'après-guerre. Et avec tout ça, j'ai fait ma popote. Alors comment on amène des gens à devenir des amis et à écrire pour la maison, oui. En tout cas dans la maison, à les publier? Dans ta question réside déjà la réponse. C'est-à-dire en faire des amis. Avant de reconnaître un poète, il faut reconnaître l'ami. C'est-à-dire que la figure de l'autre, si elle ne s'incarne pas en amitié, elle ne peut pas délivrer de la poésie. Elle peut éventuellement délivrer un message révolutionnaire, tellurique, ce que vous voulez, intellectuel, mais pas celui de l'amitié. Un visage qui délivre de l'amitié est toujours poétique. Même si c'est de la mauvaise poésie, on peut accepter certaines choses quand ça vient de l'amitié. Il se trouve que dans le lot, des fois, il y a de bons amis et de bons poètes. J'aime Sacré, il a l'air de douter un peu. S'il doute de sa poésie, c'est son problème. Moi, je ne doute pas de son amitié. Non. Alors, tout à l'heure, il en a dit un petit mot, et puis, après tout, demain, nous allons aussi décrocher des travaux d'artistes. Donc, à partir de quand est-ce que ça a été tout de suite, puisque toi-même, tu
pratique, tu dessines, tu peins. Est-ce que ça a été tout de suite un accompagnement et un travail parallèle et puis et fusionnel avec le travail que vous avez fait pour les poètes? Oui, c'est un travail qui a été mené quasi systématiquement de pair. C'est-à-dire que la poésie ne se différenciait pas en sa matière de la matière de la peinture, de l'art, quel qu'il soit. C'est-à-dire que c'était une expression artistique au même titre que... Et donc que les deux cheminent ensemble ne me semblait pas du tout quelque chose d'aberrant. D'ailleurs, je trouvais trace dans l'histoire comme ça de choses qui existaient déjà, qui nous avaient préexisté. Et je me suis inscrit d'autant plus volontiers que la chose me plaisait. Moi-même, étant bricoleur le dimanche, je dis jamais peintre, même si tu dis des fois peintre. Je dis jamais peintre parce que j'ai bien conscience que pour être peintre, il faut travailler jour et nuit pendant 90 ans à peu près pour qu'on puisse dire c'est un peintre. Bon, je fais ça une fois de temps en temps, entre deux coups de bagnole, 3 livraisons de carton. Dire que je suis peintre, c'est trop d'honneur. Hein, mais j'ai fait les deux en même temps, volontiers, parce que ça me semblait absolument... D'ailleurs, je dis toujours je, mais chaque fois que je regarde là-bas, j'ai le visage de la culpabilité. Je ne suis pas tout seul. M'ont accompagné. Alors, Jem Sacré, vous avez publié un bon nombre de livres accompagnés de travaux d'artistes. Ouais. Bon, ça, on va dire, c'est une retradition depuis une bonne quarantaine d'années dans l'édition de poésie en France. Pour vous, c'est une chose indispensable? C'est pas indispensable, mais j'aime beaucoup. Oui, oui. Je dirais, pour revenir sur les éditions, je pense que l'éditeur là qui est avec nous connaissait sans doute mieux la peinture française que la poésie française quand tu as commencé. J'ai l'impression, tout à l'heure on parlait d'école, bon on ne peut pas parler d'école en peinture, mais j'ai le sentiment que en peinture tu es beaucoup plus dans l'expérimentation, dans la peinture qui expérimente de nouvelles formes, qui cherche vraiment des choses, tandis qu'en poésie, il me semble que tu réussis à allier quand même à la fois une recherche dans la moderne et aussi de la tradition quand même. Tu penses pas? Je crois que tu as tout à fait raison. Ouais. C'est à peu près hein, exactement ça. Ouais. Non. On va approcher du temps où vous allez vous mettre à la lecture d'une fin d'après-midi continuée, mais peut-être je voudrais que vous reparliez du rapport avec les artistes. Bon, alors, avec moi j'aime beaucoup la peinture. Je suis ni peintre ni dessinateur, mais c'est un regret, mais bon, c'est comme ça. J'aime beaucoup la peinture parce que peu à peu, la peinture m'a appris beaucoup de choses sur les façons d'écrire. Et parce que beaucoup plus que la musique, par exemple. Vous voyez, j'aime pas trop la musique parce que la musique est un art qui vous entraîne, qui vous emprisonne. Vous voyez, je dirais même que même dans n'importe quelle musique, il y a toujours un petit côté militariste. Vous voyez, vous êtes vraiment entraîné dans la musique. Vous voyez, vous êtes forcé à aller quelque part. Vous ne pouvez pas revenir en arrière ni rien comme ça. Voyez. Tandis que dans la peinture, une peinture vous est donnée d'un coup et vous pouvez rentrer dans la peinture par n'importe quel bout et puis voyager à travers ensuite. Et en regardant beaucoup de peintures, j'ai fini par comprendre qu'un poème, c'était aussi de la peinture avec des mots. C'est un poème, il emploie des motifs, toutes sortes de motifs. Comme le peintre emploie des motifs de couleur, des motifs de forme qu'il dispose dans sa toile, moi j'emploie des motifs de sens, des motifs de sonorité, des motifs grammaticaux, etc. Et on construit le poème avec tout ça. Et ça, c'est vraiment la peinture qui m'a fait prendre conscience de cette chose. Bien sûr, dans le poème, il y a quand même, on ne peut pas échapper à une certaine linéarité, comme la musique, c'est vrai. Mais ce n'est pas du tout de la musique. Vous voyez, par exemple, dans la musique, le rythme, il est mesuré. On peut le lire sur une partition, tandis que dans un poème, le rythme, il y en a, c'est indéniable, mais on ne sait pas trop le repérer.
Vous voyez, il n'y a pas de marque dans le poème pour le rythme, sauf les fins de vers, quelquefois avec la ponctuation, quelquefois d'une façon traditionnelle, si on sent qu'on fait un alexandrin avec 2 hémistiches, etc. Hein, il y a quelques petites marques, mais c'est vraiment très flou. Hein, donc, ce n'est pas du tout comme même de la musique. Sauf cette question de la linéarité, hein, à laquelle on peut difficilement échapper quand même dans un poème. Hein. Il y a des poètes qui échappent un peu, je dirais, du Boucher, par exemple. Hein, il travaille davantage avec la page blanche, des dispositions de vers, de groupes de mots un peu comme ça. Et donc, ça fait qu'on sent moins cette linéarité musicale, en quelque sorte, hein, qui vous entraîne. Vous voyez, donc voilà, c'est pour ça que j'aime beaucoup la peinture, parce qu'elle me délivre de cette linéarité. Mais ce travail dans lequel il y a un rapprochement, une conjonction de travaux d'artistes et de poètes, vous y retrouvez comment? Alors avec les artistes, il y a 36 façons d'opérer. Quelquefois, c'est l'éditeur qui met un artiste et un poète ensemble, à peine en leur demandant votre avis. Non, je ne parle pas forcément de toi, mais ça... Oui, effectivement, sans doute, oui. Hein, et ça finit par faire un livre qui est autant le livre de l'éditeur que le livre de ceux qui ont collaboré. D'autres fois, c'est un artiste qui a aimé des poèmes publiés là quelque part et qui demande, c'est le cas par exemple avec Peigné pour l'âne. Hein, pour le motif de l'âne que moi j'ai employé plusieurs fois. Hein. Je n'ai jamais rencontré Peigné par contre, vous voyez, hein, mais il y a quand même une rencontre entre un texte et le désir du peintre. D'autres fois c'est le contraire, hein, c'est l'artiste, le poète qui écrit à partir de peinture, hein, sans faire d'illustration. Moi quand j'écris à partir de peinture, je prends la peinture comme si j'écrivais sur le motif dans la campagne ou dans la ville, quelque part. Vous voyez, hein, donc j'essaye d'être avec la peinture, mais pas pour illustrer. Hein, je prends la peinture comme un objet qui est là devant moi et j'essaie de faire un poème comme j'en fais d'habitude. Et d'autres fois, c'est pas le plus courant, mais ça arrive quand même assez souvent, il y a un échange entre l'artiste et le poète. Il m'est arrivé d'envoyer des poèmes à un peintre qui peignait certaines choses, qui me les envoyait, et puis voilà, il peut y avoir un va-et-vient comme ça entre les deux, et un livre qui se construit de cette façon-là également. Alors Jamel, toi tu prends la place comment dans tout ça? Alors moi je suis celui qui fait les vrais livres d'artistes. Parce que eux, en fait, ils font des livres, mais ils ne savent pas si c'est des livres de peintres, si c'est des livres de poètes, si c'est des livres d'illustration de poésie par un peintre. Mais en fait, ils ne font pas de livres d'artistes. Voilà, etc. C'est toujours des livres, en tout cas. On ne peut pas leur enlever ça. C'est toujours un livre. Et même quand s'y adjoint le troisième larron, c'est-à-dire l'éditeur, ça reste toujours un livre. Et parfois, c'est un livre d'artiste. C'est-à-dire que là, c'est une nouvelle conjonction. On rentre dans quelque chose de plus particulier. C'est une demande particulière, sur une forme particulière, avec un texte qui a été choisi particulièrement, ou pas vraiment de texte, demandé à un artiste particulièrement, et qui revêt enfin une forme particulière qu'a rêvé l'éditeur en sa forme d'artiste finale. Et là, simplement, on commence à effleurer ce que moi je pense être un livre d'artiste. Le plus souvent, quand on dit livre d'artiste, on pense plutôt à des livres illustrés, des livres de poètes, enfin, toute cette catégorie de livres qu'on connaît tous, qui sont de très beaux livres parfois, mais qui, de mon point de vue, et tu vois, pour une fois, j'ai quand même un point de vue tranché, hein, je sais ce que je veux, ne sont pas vraiment des livres d'artistes, mais plutôt des livres... Il faudra leur trouver un autre mot. Trouver un autre mot. Moi, j'aime bien, par exemple, quand on dit un livre de poésie, j'aime bien que ça puisse recouvrir à la fois de très bons livres de poésie et des livres de poésie très, très banals ou qui
qui ne sont pas grand-chose. Oui, mais il n'y a pas d'artiste. Là, non, effectivement. Mais quand on dit un livre d'artiste, ça peut aussi être un livre où il y a une rencontre véritable entre les deux protagonistes du livre, ou les trois éventuellement, si on y met l'éditeur. Mais pourquoi refuser livre d'artiste, même pour des livres d'artistes qui sont... Non, parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Ouais. C'est-à-dire les enfermer dans une catégorie qui n'est peut-être pas celle-là. Ouais, ouais. Alors, comment tu définis le livre d'artiste? Tu n'as pas de définition, vraiment? Ah, comme la poésie, moi je sais pas ce que Ah, c'est. d'accord, ok. C'est comme la poésie, je ne sais pas ce que c'est qu'un livre d'artiste. Bon. Alors, pas plus que la poésie. Bon, ça laisse imaginer les dîners à Saint-Benoît-du-Sault, là, hein, ça doit... ça carbure. Hein. Bon, mais je propose que nous passions À la suite. à la suite, Oui. si tu es d'accord, Oui, Jamel. oui, oui. Peut-être, Jamel, tu peux quand même juste introduire en tant qu'éditeur, au nom de la maison, de cet ensemble, 3 livres marocains. Puis, donc, après, il y aura la lecture. Ensuite, il y aura un dialogue avec Yves Charnay. Mais peut-être toi, pourquoi ces 3 livres qui avaient déjà, que vous avez tous les 3 réunis Oui. dans la maison Tarabus et qui étaient donc qui étaient notamment chez André Dimanche. Ils étaient tous les 3 chez André Dimanche, mais comme chacun sait ou ne sait pas, André Dimanche a arrêté son exercice d'éditeur. Et il se trouve parmi ces livres, quelques livres qui sont épuisés, on dit, enfin disparus, retirés du marché, ce qui fait que si vous avez envie de les lire, ben, vous ne les trouvez plus. Le poète était encore vivant, et il se trouve que moi, j'ai toujours aimé cette suite marocaine. La suite marocaine, c'est ce nom qu'on lui a donné, mais en fait, ça n'a jamais paru sous cette appellation-là. C'était 3 livres différents. Il y avait Un après-midi à Marrakech, et je ne sais plus les autres noms, mais... Et ce sont des livres que j'ai adorés par-dessus tout dans l'écriture de James Sacré, cette écriture comme ça, qui en plus évoquait des lieux, pour moi, chargés d'histoire, cette atmosphère un peu du Maroc, qu'on a parcouru il n'y a pas très longtemps ensemble, James. Et je trouvais ça très dur pour moi de ne plus trouver ces livres, et très dur aussi pour des gens à venir qui auraient aimé, ben, j'imagine, on va me dire qu'ils s'en foutent, mais non, mais je pense qu'il y a des gens qui aiment James Sacré et qui auraient aimé les lire. Oui, mais enfin, il y en avait 3, il y a le Je choix. les ai rassemblés Voilà. parce que c'est vraiment le même esprit. Ça se passe au Maroc, c'est quasiment 3 voyages marocains, 3 livres marocains, 3 livres qui sont revenus du Maroc et que moi j'ai beaucoup aimé rassembler. Donc je l'ai proposé à James qui m'a pas dit non. D'autant que... Ah non, parce Non. que moi je considère que c'est un seul livre en fait. Ces 3 livres, et effectivement, ils n'ont pas été écrits ensemble, ça aurait pas été possible, mais ils ont été écrits à la suite les uns des autres, même s'il y a pas mal d'années entre la première publication de chacun d'eux. Mais je considère que c'est j'aime pas le mot trilogie, je considère que c'est le même livre qui se continue. D'où le titre que j'ai choisi, Une fin d'après-midi continuée, parce qu'une fin d'après-midi, c'est le début du premier qui s'appelle Une fin d'après-midi à Marrakech, et continuée parce qu'il comprend ensuite un autre livre qui s'intitule Vient dit quelqu'un, et un 3e qui s'intitule Un paradis de poussière. Bon. Et c'est la même histoire d'amitié avec un pays, avec des gens, avec des poèmes, des tas de choses de cette région-là. On va vous écouter. C'est ça qu'on va entendre là. Bonsoir, comme on dit en s'introduisant dans l'entretien. Alors, comme vous l'avez tous compris, je n'ai plus d'introduction, puisqu'elle est née du dialogue entre Jamel, Christian et James. Donc je vais juste reparler à ma façon de l'arrivée de ce livre. Alors, je cherche dans ma mémoire Une fin d'après-midi continuée. Donc l'arrivée de ce gros livre. Je vais en parler comme ça. Un des premiers livres de James que j'ai lu, c'était La solitude au restaurant.
Et ça a tout de suite créé pour moi une... Mais je pense que la plupart des lecteurs de James Sacré ont ce lien, une familiarité amicale, pour reprendre ce mot sans le galvauder, enfin une émotion assez particulière d'être invité dans ce poème. Et c'est cette sensation se creuse comme ça depuis plus de 20 ans. Et j'ai repassé les 2 derniers jours à regarder ces 3 livres que je connais bien, sur lesquels j'ai même pas mal écrit des choses critiques sur l'un des 3. Et ce qui est vraiment saisissant, c'est de ça que j'aimerais qu'on parle après la lecture, dans le travail successif de James, comme ça, par couche, par creusement, par continuation, pour reprendre son mot, c'est que ça ne cesse de s'approfondir. Et le mystère ne cesse de se creuser. On est de plus en plus appelé par cette poésie, par l'appel qu'il y a dans cette poésie, en même temps qu'à chaque fois, on ne peut pas... Mais ça, quand il disait tout à l'heure, notamment la découpe des vers fait beaucoup ça, et le fait qu'il se questionne toujours de façon hétéronégative sur ce qu'il est en train de faire, on croit qu'on l'attrape, vraiment, c'est le renard ou le poisson, on croit qu'on l'attrape, et puis ça se faufile encore. Et au lieu que ce soit fastidieux ou littéraire, je sais pas quoi, non, c'est vraiment une aventure d'être, c'est-à-dire que c'est son propre rapport à soi qui se creuse ainsi. Donc peut-être tout à l'heure, on essaiera de parler de cette façon si particulière que j'aime, c'est de faire des livres continués, puisque ce n'est pas le seul qui s'appelle comme ça. Alors, juste avant la lecture, je veux raconter ça. Ceci est un chef-d'œuvre de la littérature, de la poésie française. Alors, comme il est aussi grand poète que modeste, c'est quasiment impossible de parler de ce qu'il fait à côté de James. Mais, donc, ne regardez pas ses mimiques où il veut dire c'est pas vrai. C'est un très grand livre. Une fin d'après-midi à Marrakech, c'est un très grand livre. Je crois que tous ceux qui ont eu la chance de le lire ont été éblouis, sidérés, interrogés, remués dans leurs habitudes de lecture, dans leur pratique de la poésie, dans la découverte d'un lyrisme sans précédent, etc. Or, ce livre n'existe plus depuis on ne sait pas combien de temps. Et comme je l'aime beaucoup, James m'a fait un cadeau il y a très très longtemps. Il m'a donné la photocopie. Donc j'ai ici, il y a des étudiants qui savent, j'ai fait cours avec ça. C'est-à-dire la photocopie d'un exemplaire pour vous tous à Kougou. Donc je n'irai pas ce qui est écrit, mais ce serait très intéressant qu'il y ait la dédicace à ceux du village de ce livre ramené du Maroc. Et donc voilà, j'ai toujours eu ce livre tellement il est beau et qu'il n'existait pas, pour parler de ce qui se disait avec Christian et Jamel tout à l'heure. J'ai toujours eu dans cette étrange édition, photocopiée, très minutieux comme faire James, je sais pas quoi, c'est bassicoté, il y a un peu de plastique. Bon, voilà. Et puis, c'était le chaînon manquant. Alors, comme c'est un chef-d'œuvre, c'est étrange, c'est un chaînon manquant. Et puis, ils sont venus, pour des lecteurs, effectivement, vient dit quelqu'un et un paradis de poussière, qui peuvent se lire comme ça, qui peuvent se lire avec, on y reviendra, et qui changent définitivement de statut avec cette édition. Donc, c'est de ça qu'on va parler. Donc, c'est pour ça que James va lire maintenant. Puisque maintenant, nous sommes non plus devant 2 livres plus un qui manque, mais on est devant une... alors, je ne sais pas si je dis le mot suite, c'est peut-être moins mal que trilogie, mais on est dans 1 en 3, en tout cas. On est devant cette somme, voilà, cette somme marocaine. Alors, finalement, peut-être que la lecture continue des 3, juste après ce petit mot d'introduction, va bien aller, et puis on parlera après. Hein, voilà. Je vais lire d'abord les textes d'une fin d'après-midi à Marrakech. Okay. Puis tu enchaînes comme tu avais prévu. Ah, tu veux que j'enchaîne tous les... Oui, comme je viens de dire un peu comment ça s'est passé, on ne va pas le faire livre par livre, puisque ce n'est pas produit comme ça. Et on parlera après, voilà, vous êtes devant, là, pour la première fois, voilà, la somme marocaine. Bien. Alors, je vais d'abord lire 2 séquences d'une fin d'après-midi à Marrakech. Le monde s'écrie, on ne sait pas ce qu'il raconte. Alors que la montagne emplissait de plus en plus le noir venant de la nuit, et la voiture allait plus vite à cause de la fraîcheur, il y a eu un dernier village, ces grands rouges empigés sombres. On dirait l'alarme d'une joue dans le désir obscur du monde. Bien sûr qu'il faudrait connaître depuis longtemps ce pays pour en parler. Pourtant,
Ce moment de feu tendre avant la nuit, la voilà, m'a fait comme si dans le cœur me revenait une autre enfance, fragile, mais colorée de confiance dans le noir brusque du temps. Aimer un pays, dit quelqu'un, mais te soucies-tu de son destin ? Sans doute que non, sans doute que je comprends mal comment de la misère se mélange à des merveilles, comment ça s'en va un pays, n'importe lequel, celui auquel je pense, à des villages comme des énigmes que le temps use, et pas forcément des sourires à ces endroits les plus misérables. Comprendre un pays, est-ce que je comprends même le mien ? L'aimer, c'est tellement une si fragile affaire. Oui, le bleu du ciel à Marrakech, quelques guenilles, c'est tellement savoir qu'on n'y comprendra jamais rien. La route s'en va dans l'ampleur du ciel et de la campagne, gros autobus de tous les jours qui emmènent les gens. Le paysage s'étend avec des endroits qu'on voit minuscules. Des fermes fortifiées dans les pentes, leurs couleurs sèches, elles touchent à la solitude, au soleil. La montagne dans la distance a de grandes rougeurs douces. Quelque chose de tendre et d'infini, comme un accueil dans la politesse et l'indifférence. Le sourire le plus vrai brille entre l'éternité et le prochain tournant de la route. Faudrait-il, pour mieux comprendre, ne plus être un étranger ? Rien de moins sûr. Est-ce qu'on ne voit pas venir de l'horizon silencieux la continuelle razzia de l'histoire et du vent ? Mon voisin me raconte une vie de paysan qui sait faire aller son cheval dans les fêtes et sa misère dans le travail difficile et quotidien. Mais comprend-il mieux ce pays qui nous caresse avec son strict sourire ? Le voilà qui descend, qui marche là-bas vers un endroit sans rien, va-t-il pas rejoindre à la fin quelque chose qui ressemble à une ferme seule au fond de mon enfance ? Soudain je pense, à l'ombre de ces arbres, leurs feuillages plus souples et grands, dans la pluie souvent. Autre sourire évasif, paysans de partout venus, personne sait d'où, connaître un pays sans doute. Ces endroits d'orge coupés, des luzernes, parmi les oliviers, c'est quand même pour le traverser dans l'ignorance. Et une autre séquence, presque rien à Sidi Slimane, qui est un petit bourg marocain où j'ai passé beaucoup de temps avec des amis. Je veux dire que James a un sens des titres exceptionnel. Dans un titre personnel, je suis très jaloux, mais ça devrait être interdit de mettre autant de si beaux titres dans un seul livre. Presque rien à Sidi Slimane. Alors, presque rien à Sidi Slimane, le temps qui vient. Tu ne disais rien, je t'accueillais dans mon cœur à Sidi Slimane, dans le tien. J'avais l'impression d'un endroit mal cousu à sa campagne. Le pas court et continuel des mules se mêle à d'encombrants bruits de camions. Le temps passe en mobilette, on reste à regarder. Les cadres d'entrée mal peints des magasins, l'hôtel splendide, se défait lentement d'un luxe ancien. Les gens sont riches et les gens sont pauvres à Sidi Slimane. Le soir, les camions ramènent ceux qui sont allés travailler dans les champs. Tu m'avais raconté ton enfance, des jardins, les oranges silencieuses. Je cherche des mots pour comprendre, sans m'attendrir trop. Comment se mêle du sourire en la banalité d'aller vers la mort, à Sidi Slimane comme ailleurs, en mon poème, en ton visage intense et fragile. On peut regarder la nuit, c'est comme entre l'Aubraï et les fermes d'un village en Vendée, un même arrangement d'étoiles entre Douarchedid et Sidi Slimane. Quelqu'un me prend par la main, mon père ou quelqu'un d'autre aujourd'hui. La nuit fait que parler, toucher mieux au monde, on dirait que les mots vont dormir dans les arbres. Le même ancien roulement du grand et du petit chariot jusqu'à toujours. Le noir qui respire entre notre bouche et les feuillages permet que des mots pour vivre soient possibles. Le temps, Dieu l'obscur dans l'autre, ou rien, la liberté. Un bourg qui a son nom comme une jolie musique en 4 syllabes, Sidi Slimane. On l'entend mieux dans ces quartiers pauvres. Fraîcheur difficilement gagnée, à grands seaux d'eau versés par exemple sur un ciment nu. Les murs, on les a peints jusqu'à leur mi-hauteur de couleur presque acide.
On est bien dans le bleu, le rose, presque violet, qui sent comme un sourire dans beaucoup de blancs vides. Dehors, la ruelle est très étroite, jusqu'à l'espace en friche et désordre par lequel on passe, pour aller jusqu'au vrai bourg, maisons qui se construisent, briques et ciment, bâtiments pour les affaires, des magasins plus importants, à Sidi Slimane. À Sidi Slimane, où le monde et les mots s'épuisent dans un presque peu, mais prenant bruit de musique. Le Douarjdid à l'écart du bourg, la pauvreté, le temps qui dure, pareil qu'à d'autres endroits du monde, on oublie. On va dans l'ombre et le blanc des murs et la couleur des portes basses, jusqu'à une. On est dans un patio rustique, on touche au ciel, la cuisine et des chambres, un chiotte autour. Quelqu'un vient d'en rincer le ciment à grande eau, une cruche haute et l'échelle rentrée dans un coin, la télé dans un autre. Je suis bien dans cet endroit simple et difficile, à l'écart de rien, quelqu'un que je venais voir. La pauvreté des mots, le temps dans mon cœur. La route a des bas-côtés très larges, terre mal séchée, crottin d'âne, où se peuvent ranger les charrettes et les voitures. Durant la nuit, quelqu'un les garde. Plus loin, c'est bientôt la campagne, on s'est arrêté sur de l'herbe, à côté d'une clôture et d'un champ d'orge. Un peu plus tard, on revient par cette route maintenant comme du silence en voie. Des magasins frustes, des pneus devant une manière de garage. La couleur du ciel, je m'en souviens mal, et de la misère des gens, pas plus. Tu racontais la toujours même tragédie du monde en cet espace urbain mal dépris de sa campagne, en y mêlant ton sourire et soudain tes peurs à Douarjdid. Le bonheur tout déchiré de malheur, j'ai pensé à des guenilles familières dans les bottes sales de mon enfance. Pour finir, on s'est installé ensemble à un endroit sans forme entre la route et la nuit, dans le bruit de se taire et de parler en arabe. Geste passé à la ronde, et de temps en temps, voilà qu'on parle français, passion pour des auteurs dans ma langue, problèmes de politique et de religion. J'allais m'endormir dans le confort de presque rien. Les oranges sont tellement bonnes, et le verre de vin quand c'est mon tour. Question comme un coup de pied joueur à mon cœur, secrètement prétentieux, j'en suis sûr, avec sa modestie qui l'encombre. Mais qu'est-ce qu'on pourrait dire d'important ? Le soir a fait disparaître ses couleurs dans la nuit chaude à Sidi Slimane. Souvent le silence. Des chansons qui parlent de l'amour et du malheur dans un pays qui n'est plus qu'un mot, Palestine. Quelqu'un se lève et revient avec une autre bouteille. Je veux revenir aussi, avec un livre, pas pour dire grand-chose, pour être là. Est-ce que vous voulez entendre la série des trois ou qu'on parle de chacun des livres ? Je pense qu'on enchaîne peut-être. Hein, voilà, on enchaîne. Donc, je vais lire maintenant deux séquences de « Viens dit quelqu'un ». Les gens qui se précipitent, pleins de paquets, quelque chose d'encore endormi dans les corps, une gare au nord du fleuve se bout, la nuit qui se défait, pâtisserie achetée dehors à la petite charrette du marchand, café au lait dans un verre, on est serré autour d'une des tables du resto déjà ouvert, toute une famille paysanne de l'endroit, on partage le manger, peu à peu la salle mal éclairée se vide au fur et à mesure que les grands taxis emmènent les gens. Moi aussi me voilà dans un, jusqu'à un peu plus loin, après, de toute évidence, il faut marcher. Mais c'est comme si déjà j'étais là, à la campagne, maintenant forcément touche à l'endroit où je vais. Et la nuit, c'est fini. Tout est dans la lumière et le vert léger de la végétation vient dans les yeux. On ouvre un livre neuf qu'on attendait de recevoir depuis longtemps. Comme à la fois la précision d'un texte du XVIIIe siècle, à cause de l'impression de finesse et de bon usage dans l'arrangement agricole, et quelque chose d'un premier matin, Moyen-Âge, avec un verger dans les prés, où petite enfance et les kilomètres à pied pour aller à l'école, s'en aller garder les vaches quand c'est les vacances. Peut-être que très peu de choses a changé depuis toujours.
Le jeune garçon qui m'accompagne un moment m'explique une façon de faire pour écarter les oiseaux de tous les champs qui sont là, grand geste pour découper dans l'horizon le territoire qu'il surveille. C'est lui qui m'a donné un peu de ce qu'il mangeait avant de prendre à travers les cultures. J'ai marché longtemps dans la matinée qui devient du jour solide et plein. Je me souviens bien de l'endroit où je vais quitter la route pour un sentier dans la plantation d'eucalyptus. On n'arrive nulle part, et d'où vient-on? Mais à la fin, quelqu'un est là qui sourit. C'est comme quand on écrit les derniers mots d'un poème. On pénètre à l'intérieur de la jeune forêt d'eucalyptus dans la plus grande légèreté. La couleur est celle d'un œil d'argent clair. On avance à travers la lumière selon de grandes allées droites qui mêlent dans la hauteur des feuillages fragiles avec la cendre fine du ciel. Il n'y a plus de solitude et le silence est agréable. Avec soudain le vêtement en tissu rayé, comme si le soleil y mettait les ombres des tiges végétales de plusieurs jeunes gens sur des mules. Bientôt le silence nous accompagne de plus près. Ne plus parler devient une façon de le prendre par la main pour l'aimer. Je sais maintenant que j'écris, que nous serons rendus tout à l'heure à des espaces de prairies mouillées. On distingue un berger couché comme sur un vieux sac dans sa djellaba à un endroit plus sec. Puis l'agglomération mal visible des fermes à cause des figuiers de Barbarie. Quelques jours plus tard, nous retrouvons la grande route après la traversée en sens inverse du temps qui n'a pas bougé parmi les arbres. 2 paysans sont là avec des gerbes d'iris bleus, probablement dans l'intention de les vendre aux gens qui passent. J'ai l'impression d'être allé au paradis. Le bien-être qui prend le cœur autant que le plaisir d'avancer sur le sol souple parce qu'il a plu, et parmi les troncs jeunes des eucalyptus, à la faveur d'une traverse qu'on a prévue lorsqu'on plantait la forêt, c'est comme dans un secret qu'on ouvrirait à la lumière. Il n'y a rien et le monde est léger. On ne pense pas à imaginer quelque chose d'autre à partir de la fine couleur des feuillages qui sont comme une page de calligraphie à l'encre sur un beau papier gris. Ce qui est écrit, c'est, strictement, la densité mesurée des jeunes arbres et la lumière que tamise leur feuillage. Un secret comme un visage. Parce que je désire, avec un rien d'emportement, que de l'écriture vienne de façon légère à cause de ce moment de marche aisée à travers des arbres jeunes qui ressemblaient à de grandes herbes autour de nos yeux d'enfants, je commence à mieux deviner ce que pourrait être ce nouveau livre, des endroits de prose ou de poème dont les mots et la syntaxe donnés, d'une façon mal définissable mais qu'on sait précise, par des paysages vécus, permettraient qu'on passe directement d'un espace de forêt très propre, ces arbres comme écrits sur la couleur de boue fragile et le tissu fin du ciel, à celui d'un livre qui ne serait pas une description, ni l'explication d'aucun mystère, mais la continuation de ce que c'est vivre en aller-retour du cœur entre le monde et les mots, légère machine d'existence pour aller mourir sans avoir peur. Et pour terminer, je vous lirai des séquences de Un paradis de poussière. C'est pas souvent que le monde nous prend par l'épaule. À force de regarder un petit cheval gris, arrêté là devant avec sa charrette, je finis par avoir l'envie de faire une photo, comme à cause de quelque chose de connu, dont on voudrait garder le souvenir. Ça sera qu'une photo, formes et couleurs et probablement guère de rapport avec le peu de harnais qui tient ce cheval à sa charrette. Une courte sellette en bois avec un bout de tissu vert, la corde bleue des guides, un bandeau du même bleu passé sur le devant du poitrail, pas grand-chose d'autre, les œillères en caoutchouc noir. Voilà le cheval parti. La photo que j'ai prise, on dira quoi plus. Tout le long de l'avenue où se trouve l'hôtel, et dans beaucoup d'autres rues, il y a ces petits arbres, à feuillage serré autour de grosses branches irrégulières,
une feuille à foliole et les branches les plus neuves sont lisses. On pourrait croire des frênes, le tronc ramassé courteau se finit en 3 ou 4 branches qui font une fourche, laquelle se perd dans la boule du feuillage. Un tronc, l'écorce rude, souvent poussé en oblique solide. Les divers petits commerces ambulants profitent de l'ombre bien fournie. C'est quand même curieux que personne sache le nom, ni en arabe ni en français, de ces petits arbres qui sont partout dans la ville. De ma fenêtre à l'hôtel, j'en vois un tout près qui a la caractéristique d'avoir des poussées de feuillage plus clair parmi la masse vert sombre du reste. De petits arbres pratiques pour mettre un vélo contre, ou les balais après qu'on a nettoyé le devant d'un magasin. On trouve souvent dans leurs branches des objets que des enfants ont cachés là pour un moment. Au lieu de m'en tenir à des souvenirs jamais précis, des choses, de mes sentiments pour ces choses, à des photographies de mince intérêt, le plus souvent mal prises, est-ce que ça serait pas mieux d'oublier tout le détail de ma rencontre avec des endroits, des moments de ce pays, avec des gens, et de simplement regarder pour écrire les images que proposent tant de beaux livres, n'ont-elles pas, dans leur couleur, dans ce qu'elles donnent à voir, tous les mots dont j'ai besoin pour dire, mais pour dire quoi, qui me ramène à mon désir de reprendre un café cassé, le passé mal photographié, demain rien de précis, je vais continuer de mal oublier. Il y a toujours quelque chose comme une ruine dans ce que l'œil regarde. Mur de maison qui s'en va, terrasse qui tombe, et tout à côté des constructions pas finies, couleur de briques et de béton. Au loin, de grands feuillages d'arbres bougent. Je pense à ce village en Vendée, où l'enfance a connu déjà ces formes de feuillage muet. On est à côté de la vie des fêtes et qui se continue pourtant. Des bruits de moteurs et le pas des mules. Une voix qui n'en finit pas de crier je sais pas quoi. Je pense à ces grands gestes d'arbres, à l'enfance à jamais solitude. Ça n'aide guère à savoir se tenir dans le monde en désordre. La voix qui crie, encore maintenant, c'est une mendiante assise là sous l'arbre, juste sous la fenêtre de l'hôtel où je suis. Son cri fait qu'on voit ses dents dans le sourire fatigué du visage. Un enfant dans ses bras, le rond tranquille de l'arbre, les gens passent, pas trop donnant. Elle va devoir partir dans pas longtemps parce qu'à cet endroit de la rue, c'est maintenant les vendeurs de figues de Barbarie qui s'y mettent avant que ça soit les marchands de vêtements et d'objets divers un peu plus tard. Son appel s'achève toujours de la même façon, après des variations légères, comme un cri dans les champs à quelqu'un très loin. Le monde est là, tout proche de sa vaine parole. Demain, tout à l'heure, elle se sera mise à un autre endroit, sa voix dit quelque chose d'étrange et de fort. On n'entend pas. D'avoir été une vingtaine de jours tous les matins devant le spectacle répété qu'est la rue, ce qu'on a vu, c'est peut-être sans importance. Vêtements, gestes des gens, le décor des quelques toujours mêmes camions, tel petit commerce ambulant qu'à la fin on sait, plus ou moins quand même, à quelle heure il sera là. Sans importance parce qu'en fait, c'est pas que je veux décrire cette rue. J'attends plutôt qu'elle me donne des mots ou comme un rythme pour avancer dans mon poème. Pousser celui-ci dans un autre, et que voilà, un livre, vague impression de vécu, ou d'assemblage si mal foutu, que ça aurait pu être n'importe quoi d'autre, comme d'ailleurs le suggère la rue, n'importe quoi d'autre qu'on n'a pas vu. C'est pas souvent que le monde nous prend par l'épaule et serre un peu. Pas souvent, pas longtemps non plus. Merci, je vais quand même lire la dernière séquence.
c'était prévu, qui s'intitule « Un brouillon continué ». Des ensembles de mots se forment dans le désir qu'on a d'écrire. Ça finit par produire une sorte de pensée, juste assez comme une ébauche pour qu'un poème s'y pousse et dise à la fin tout autre chose. J'ai pensé me saisir de ces mots pour te parler ou à n'importe qui, ça n'est qu'à mon banal désir d'être et de continuer que je parle. Heureusement que le poème s'en va plus loin que ses premiers mots, les arrange autrement que j'aurais pu prévoir quand je n'y comprends plus rien. Le geste de son dire touche peut-être à ta main, au monde, à demain. Pardon. S'agit-il vraiment de rassembler quelque chose, alors que tout s'en va, que tout brille, en fugitive poussière, puis la nuit? De rassembler des mots à la place d'on ne sait pas quoi, qu'on a vécu, qui vient, de la poussière de mots, un poème. On veut parfois se laisser emporter en des mots pour être mieux. Mieux, par exemple, dans une plus grande présence du corps de quelqu'un d'autre. Mais s'en aller dans ces mots ne va nulle part, sinon dans la plus banale émotion de son propre corps. C'est à la fois ce qu'on désire et ça n'est pas ce qu'on désire. Reprendre ces mots pour les mieux tenir donne l'impression qu'on se met plus près. Mais plus près de quoi? On est content à cause qu'on est arrivé à un premier état, comme on dit du poème, un brouillon nettoyé. On avance mal dans un brouillon. Parmi ces ratures, les bouts de phrases abandonnées, les bouts de pistes abandonnés, renvois égribouillis dans ses marges, un peu comme perdus dans une campagne pas cultivée. La grande herbe cassée, les épines. Faut te faire un chemin dans ce qui n'a pas de forme. À la fin, voilà ce chemin. On y revient, on l'entretient. Le problème, c'est que bientôt, on n'y reconnaît plus rien, on l'a trop nettoyé. Quand le poème est terminé, se retrouve-t-on pas là où tout a commencé? L'histoire de la poésie dans le monde entier, comme un brouillon continué. Poème, quel autre nom conviendrait mieux à sa façon de ne pas durer longtemps et de recommencer toujours autrement, malgré que jamais rien de nouveau. Les vieilles peaux qu'on a quittées sont autant d'énigmes perdues, et les peaux neuves, l'avenir, déjà les déchire. Le poème, peau de mon cul, celle de mon âme tout autant, la vieille peau neuve du monde. Voilà, merci. Bon, on va essayer d'en parler un peu sans casser la magie, mais vous avez entendu la magie de cette poésie, de ce travail de poème, de ce qui continue. Alors, pour détendre et faire une blague, de même, je n'avais plus d'intro, mais je n'ai plus de conclusion non plus, puisque c'était évidemment sur ce poème parfaitement adapté à la circonstance que je pensais finir. Donc on va parler. Peut-être la première chose que je veux dire, il faudrait... Bon, il y a un moment, il faudra bien qu'on fasse la caisse à outils, qu'on dise yassa, 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 mais la première chose que je veux dire, je pense que vous l'avez ressenti, c'est une poésie qui suscite l'affection. Encore une fois, qui suscite l'affection, parce que c'est une poésie qui est extrêmement près d'affects très simple, très rudimentaire, d'enfance, d'invitation au restaurant, dans une rue, dans un camion, dans un chiotte, dans une mémoire d'enfance, dans une émotion où quand soudain, comme dit James, le désir vient dans l'amitié, ou l'amitié vient dans le désir, enfin, dans des endroits de trouble qui sont notre intimité même. Voilà. Ça, pour moi, c'est la marque... bouleversante de la poésie de James Sacré.
que peut-être vous avez vu, on ne peut jamais arrêter. On voudrait dire c'est là que ça se passe, mais non, ça se passe encore dans le vers suivant. D'ailleurs, la manière dont il coupe fait que le sens n'est jamais garanti sur une seule ligne. Ça rebondit, ça rebondit derrière. Alors, ça c'est ce que je voulais dire, l'émotion que j'ai, mais dans le fait d'avoir lu pour la première fois comme un seul poème, je pense que tu as dit deux mots qui me paraissent qualifier ce qui se passe maintenant qu'on est devant, qu'on n'est plus devant chacun de ces livres, mais devant un seul livre, c'est le mot pousser. Le mot pousser, la poussée, parce que j'y pensais pendant que tu lisais à la poussée de la voix, en me disant au fond, c'est toujours la même poussée de la voix qui fait avancer ces mots vers à vers, ces poèmes vers à vers, et puis le brouillon continué. D'ailleurs, c'est deux choses assez proches. Mais est-ce qu'on peut essayer d'entrer par là? Est-ce que ce sentiment d'une poussée qui te fait avancer et que c'est un brouillon interminable qui continue? J'ai peur. Ouais. Oui, merci. Mais le brouillon, c'est un brouillon continué parce que dans le poème qu'on croit terminé, justement, il y a un tas de choses qui vient de disparaître. Parce qu'à mesure qu'on écrit un poème, on est continuellement en train de faire un travail de censeur. On supprime des choses qui arrivent, on ne sait pas trop pour quelles raisons, parce qu'on est prisonnier de certains esthétismes ou de l'ère du temps ou des choses comme ça. Et donc, quand on croit arriver au poème terminal, qu'on arrête d'ailleurs, on ne sait pas trop pourquoi non plus, on peut l'arrêter parce que simplement tout d'un coup on se trouve content, mais mon propre contentement, qu'est-ce que ça veut dire par rapport au poème que je viens d'écrire? C'est vraiment tout à fait anecdotique. Ou alors on arrête parce qu'on n'arrive plus à continuer à écrire ce jour-là ou à ce moment-là, et puis on ne sait pas le reprendre plus tard, etc. Donc ce poème se trouve là, arrêté comme cela, de façon imprévue en fait. Et il lui manque tout ce qu'on a censuré, en fait. Donc, il est encore un brouillon, tout en ne l'étant plus, sauf, je retrouve le brouillon d'une façon matérielle, je veux dire, seulement au moment des lectures publiques. Parce qu'au moment de la lecture en public, je peux m'accrocher sur un mot, comme j'ai fait là tout à l'heure plusieurs fois. Vous voyez, je peux même me tromper. En même temps que je lisais, j'ai vu que j'ai employé un mauvais mot à la place d'un autre, et je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'ils ont compris, et voilà. Mais vous voyez, c'est intéressant parce que là, je retrouve le brouillon. Vous voyez, je peux pas revenir, parce que ça couperait la lecture, ça ne fonctionnerait plus. Mais je retrouve un brouillon que je ne peux pas vraiment récupérer dans l'écrit non plus. Donc, les poèmes restent toujours à l'état de brouillon parce qu'il leur manque ce qui a créé ce poème, en fait, qu'on ne peut pas avoir dans l'écrit, parce que l'écrit, c'est une espèce de chose qui a des limites, qui meurt en fait au moment où vous décidez qu'il est arrivé à terme. Donc il n'est pas arrivé à terme, il faut recommencer. Et c'est pour ça qu'on recommence à écrire d'autres poèmes. Et c'est pour ça qu'après un livre de poèmes, on recommence un autre livre, etc. Donc effectivement. Et c'est vrai pour tous les livres que vous lisez. Vous lisez un livre de poèmes. Je lis un livre de Supervielle. J'aime beaucoup Le Corps tragique, par exemple. Et puis ensuite... j'en lis un autre et voilà, me voilà ailleurs. Et c'est comme ça pour toute l'histoire de la poésie, en fait. Je pense que chaque livre reprend les livres précédents en soupçonnant qu'il leur manque quelque chose et que l'auteur va peut-être retrouver dans ce nouveau livre qu'il décide d'écrire. Voilà. Pour détendre, si vous faites des brouillons comme ça, continuez.
Et pour redevenir sérieux, quand tu dis ce qui a créé ce poème, ce qui manque et qui a créé ce poème, qu'est-ce que c'est qui manque? C'est l'émotion qui a créé le poème? Alors, ce qui fait le poème, c'est tellement de choses, parce que ce qui fait le poème, oui, moi je veux bien qu'il y a l'émotion, c'est sûr. Par exemple, dans ce gros livre, il y a l'émotion devant des paysages, il y a l'émotion parce que je suis avec un ami très cher, donc il y a de l'émotion. Il y a l'émotion aussi avec les mots qui vous viennent, qui vous surprennent un peu et qui vous intriguent. Quatre moments d'émotion à Sidi Slimane. Par exemple, 4 moments d'émotion à Sidi Slimane, oui. Et alors ce qui crée le poème, c'est aussi effectivement d'être avec un paysage. Un paysage, c'est quelque chose qui, il suffit de le regarder, ça me donne des mots. Si je suis au Maroc, j'ai le mot arganier, j'ai le mot eucalyptus qui arrive là. Si je suis en Nouvelle-Angleterre, aux États-Unis, c'est le mot érable. Si je suis en Vendée, c'est le mot orme, même s'ils sont tous morts maintenant à cause du remembrement et de la maladie qui les a tués. Donc vous voyez, chaque paysage, non seulement vous donne des mots, mais vous donne aussi, je dirais, du rythme, parce qu'un paysage, vous tournez légèrement la tête et tout change. Vous tournez la tête rapidement et ça change d'une autre façon, etc. Donc vous voyez, quand j'écris sur le motif, ce que j'aime beaucoup faire à cause de ça, surtout que ma mémoire s'en va de plus en plus, donc j'ai de la peine maintenant à me souvenir de ce que j'ai pu voir ou de ce que j'ai pu vivre. Donc j'ai besoin d'être devant un motif. Mon livre en train, c'est sur les objets que j'ai à la maison, parce que je peux les mettre devant moi, et j'ai donc à nouveau un motif. Ça peut être aussi sur les livres que je suis en train de lire, éventuellement, comme par exemple, il m'est arrivé de faire un petit livre avec Antoine Emaz, qui avait demandé à ce que je réagisse à un petit ensemble. Et donc, j'avais son texte devant moi et c'était à nouveau, comme j'expliquais tout à l'heure, un motif. Voilà. Donc, il y a ça. Il y a le monde alentour qui me donne du matériau. Il y a ma propre expérience des choses. Le manque de mémoire est une autre chose intéressante parce que la mémoire peut vous donner beaucoup de choses, mais le manque de mémoire et y penser, ça vous amène aussi toutes sortes de questions et d'inquiétudes qui peuvent également nourrir le poème. Ouais, il y a les livres que vous lisez, il y a les livres de philo ou des livres de sciences naturelles que vous lisez qui vous apportent des tas de choses. Il y a le dictionnaire. Si vous cherchez un mot dans le dictionnaire, tout d'un coup, les mots d'à côté peuvent changer tout d'un coup la marche du poème que vous étiez en train d'écrire. Effectivement, c'est inépuisable ce qui nourrit un poème. Il y a les amis avec qui on voyage. Comment ? Il y a les amis avec qui on voyage. Les amis avec qui on voyage. Les amis avec qui on voyage, la femme avec qui on... Oui, la personne avec qui on vit ou les personnes avec qui on vit. Il y a beaucoup de choses qui peuvent... C'était ami.e. Ouais. Non, je n'emploie pas ce genre de... dire vous imaginez que ça n'excluait pas si je devrais faire une traduction des poèmes en écriture inclusive. Mais c'était pour nos amis les plus avant-gardistes que je rappelais ça. Non, c'est chose dont on pourrait parler, c'est l'importance des rencontres, et que les pays et les paysages et les poèmes sont donnés par des rencontres. Oui, par la rencontre. Et la rencontre est d'autant plus riche si vous faites la rencontre d'un pays avec quelqu'un qui l'habite déjà. C'est ce que j'appelais les amis avec qui on voyage. Voilà, oui. Alors pour moi, tu peux nous parler de ça qui est si important dans tes poèmes ? Oui. Oui, aux États-Unis, par exemple, j'ai écrit un livre qui s'appelle America Solitude. Si ma femme n'était pas américaine et si je ne connaissais pas ma belle famille américaine, si elle ne m'avait pas fait connaître des gens de son milieu, tout cela, et si elle ne m'avait pas emmené dans des endroits qu'elle connaissait déjà, etc., et si elle ne m'avait pas expliquer certaines coutumes ou certaines façons de cuire les choses, etc. Ça serait beaucoup plus sec, beaucoup plus scolaire, beaucoup moins intéressant sans doute. Alors puisque là on est dans l'Amérique Solitude, ce sera un autre travail, mais puisqu'on est dans
somme marocaine, comme je l'appelle moi. Ce qui est, c'est la manière dont ce pays est donné, dont ses coutumes, ses mots, ses aliments, ses lieux sont donnés par l'habitation d'amis proches qui y habitent et qui te les font, te les rendent, qui te permettent de les approprier. C'est un des grands mystères de ces livres. Tu peux en reparler un peu Oui, si tu veux. Au Maroc, à la fois j'ai connu des écrivains au Maroc, comme un traducteur de certains de ses poèmes qui s'appelle El-Kader Ajam. J'ai rencontré d'autres écrivains, mais j'ai surtout rencontré un ami que je nomme d'ailleurs dans les dédicaces de ces trois livres, qui s'appelle Gilali Etcheradi, et qui était instituteur originaire d'une petite ferme marocaine et qui vivait dans un quartier pauvre de Sidi Slimane et avec qui j'ai beaucoup vécu dans les différentes écoles où il enseignait et puis en me promenant dans la campagne avec lui et rencontrer d'autres groupes comme par exemple le petit groupe qui terminait la lecture d'une séquence de Sidi Slimane. Voilà, donc il m'a effectivement fait connaître le pays autrement que moi je pouvais le voir, le sentir. Et en plus se mêle, c'est vrai que dans mon amitié, disons une amitié amoureuse avec cet ami Gilali, les sentiments que je peux avoir pour lui se projettent aussi sur les paysages que je regarde, c'est sûr. Oui. Donc il y a tout un complexe d'émotions, comme tu disais au départ, qui nourrit d'autant plus fortement ces textes que c'est un parti pris. Je n'écris qu'à partir de choses vécues. C'est un parti pris qui envoie un autre. Je pourrais n'écrire qu'à partir des lectures faites, par exemple. Mais ça serait encore du vécu, parce que quand on lit le livre de quelqu'un, on vit un peu ce livre, etc. Donc, de toute façon, on écrit avec du vécu. Les livres les plus formalistes sont des livres qui vivent avec les problèmes de linguistique, avec les problèmes de grammaire, etc. C'est la même chose que vivre avec les arbres rencontrés ou les différentes façons de cultiver une campagne, etc. Vous voyez, c'est le côté lyrique formaliste ou le côté lyrique un peu plus traditionnel, c'est kiff-kiff. C'est la même chose. Donc, pour moi, il n'y a pas de hiatus entre la réflexion sur le langage, sur la grammaire, sur la rhétorique, que la réflexion sur l'amitié, sur la mort, etc. Alors, tout ça est constamment tressé ensemble dans les poèmes. On fait souvent une tresse à 3 fils. Chez James Sacré, c'est au moins une tresse à 5 ou 6 fils à la fois, si vous voulez. Je pourrais vous les dire, mais c'est constamment tressé et tramé. Une chose sur laquelle je veux insister, ce qui est si particulier à ton travail, comme on dit, c'est précisément le fait que ce vient dit quelqu'un. Comme je dis, c'est une poésie qui vous appelle, mais il y a un appel dans cette poésie, c'est tout le mystère de vient dit quelqu'un, que ce quelqu'un est nommé, là, totalement dans son nom, ou dans un autre titre absolument génial, aimer, ASB. C'est aimer pour t'aimer. Non, écrire pour t'aimer, ASB. Oui. À part Barthes, on n'a pas fait mieux, écrire pour t'aimer, ASB. Et donc ce SB est juste là, comme initial, mais l'expérience du monde qui est faite, l'expérience amicale, l'expérience d'amitié amoureuse, comme tu dis, l'expérience de trouble, etc., est inséparable de quelqu'un dans sa singularité qui vient donner la couleur au poème et aussi ça pousser au poème. Ça, je crois qu'il y a vraiment que chez toi que c'est à ce point-là. C'est pas tout à fait obligé, mais c'est très très courant dans ce que j'écris, oui. Oui, voilà, c'est ça que je voulais dire. Et en même temps, évidemment, c'est le lyrisme, puisque c'est le dédicataire, c'est la question du dédicataire. Les sonnets à qui vous voudrez, les sonnets à ASB. Donc on aime un pays parce qu'on aime la personne, celui, celle, qu'importe la personne
et le corps et les affects de celui qui vous le donne, la personne qui vous donne ce pays. Presque à manger, je dirais, parce qu'on mange beaucoup. Jean-Pierre Richard disait on mange beaucoup dans les romans de Flaubert, mais on mange beaucoup dans les livres de poèmes de James Sacré. Oui, il y a beaucoup. Moi, j'aime beaucoup ça. On donne à manger. Oui. Est-ce que tu pourras nous lire, parce que c'est une merveille, plutôt que mes divagations, si tu la retrouves, si on la retrouve, la cadence de Viens dit quelqu'un, ou un paysan, ou en tout cas un vendeur marocain, c'est la Madeleine de Proust, te fait manger le cahier de ta mère. Oui. Si tu le retrouves, ce serait miraculeux. C'est un texte exceptionnel. Qui me permet, pendant que James cherche, de parler de ceci, c'est-à-dire ce va-et-vient constant entre l'adulte qui marche, mange, circule dans un pays, beaucoup en camion, on prend beaucoup le camion, ce serait Duras, il y a à côté le camion, et qu'on soit d'ailleurs aux États-Unis, mais ici on est au Maroc, restons-y. Et évidemment, on ne l'a pas dit, mais c'était très étrange pour moi de préparer cette rencontre avec la radio sur Marrakech et le désastre. Alors du coup, ça m'a perdu ce que je voulais dire. Oui, mais on se retrouve toujours à Kougou, en Vendée, chez les derniers paysans de l'histoire. Donc si tu parles de ça, moi j'essaierai de retrouver le cahier pendant ce temps-là. Non pas le cahier, c'est C-A-H. Il est vers la fin, donc ça je vais le retrouver vers la fin. On est allé manger à Brièche. D'Assila à Vertanger, pas longtemps. Après qu'on a quitté la ville, la route passe en hauteur par rapport à l'océan sur la gauche. On prend un chemin de poussière, tout mal plan, on roule, comme à travers des champs de ces plantes dont on vend les têtes chez les marchands d'épices. Chaque brin de l'ombelle fait un cure-dent. Mais c'est peut-être par hasard et de façon sauvage que ces grandes herbes sèches de l'Ami, Bertnikr, sont là. Plus loin, voilà l'océan avec l'endroit où tu vas manger, parmi les premiers préaux de roseaux qu'on voit. Mais derrière, en contrebas, faut descendre au niveau de la plage, sable jusqu'à la ligne, très loin des quelques parasols, l'océan qu'on devine sous l'immense gris mal bleu du ciel. Un endroit ramassé contre un peu de falaise fragile. On est soudain dans la plus grande fraîcheur, pergola de roseaux, l'espace tout compartimenté par le feuillage fourni de plantes hautes, et les piquets de perches chaulées, comme si on était à la fois dans un jardin, un patio, ou le coin de gros buissons qu'on s'y assoit pour le 4 heures dans les champs. L'océan a l'air de s'être encore éloigné, on l'aperçoit entre les plantes et la paille d'herbe. Non, ce n'est pas du Doum, disposé en brise-vent au bord du toit de roseaux. Edmond et Marie-Cécile ont voulu m'emmener dans cet endroit. Le patron est un ami, son air tranquille, des explications qu'il donne, par exemple, le mot pour qualifier des figues plus douces parmi celles qu'il nous apporte. On parle ou pas trop, en attendant le plat de poisson, une tagra, qu'on mangera tout à l'heure. Le peintre Tibari s'en va mettre son corps plus contre l'océan, contre tout ça qu'il voit mieux, sans doute à cause du silence que fait le monde à son oreille. Un écrivain marocain très vieux, très jeune, à la mesure de ses livres, Edmond Amran El-Maleh. Marie-Cécile qui l'accompagne, avec aussi des livres dans ses yeux. Leur façon d'être le monde, parler, sans rien trop dire, pense à ce qu'on a cousu au temps en écrivant. D'autres habitués de passage, italiens tout en vêtements clairs et plus ou moins flottants, comme, à travers cette construction de roseaux sur la plage, transportant quelque chose d'un film de Fellini. Un peu après, le peintre Belkaya. 10 personnes qui l'accompagnent, une allure de théâtre, énergie, parole pour arranger le monde autour de lui. Je me souviens, voilà plusieurs années, la même exubérance un peu jouée, dans une immense maison de terre en chantier, comme peut-être de l'inquiétude ou de l'impatience, dès que loin de ces précises constructions de cuir et de couleur. L'endroit, ça s'appelle Brièche, le resto, c'est Maraba. La tagra, c'est du poisson cuit dans un plat creux en terre avec de la sauce, pas trop, tomates, un peu de carottes et de pommes de terre, les épices qu'il faut, le rouge du piment, un piment vert entier.
2 grands poissons, 2 gros poissons, 2 pageots, le tout bien serré dans le volume du plat. L'impression qu'on mange assis dans un hangar de presque plein air ou parmi des échalas. Il y a tout le travail des doigts dans le plat, d'abord pour simplement manger, facile de prendre des morceaux qui se détachent bien. Sauce et la matière de légumes qui se mêlent au pain. Quand même, c'est quelqu'un qui sait, qui déchire le piment dans sa longueur. Bientôt, c'est la main d'El Maleh que voilà tout active à déprendre du plat ça qui empêche qu'on y mange avec des gestes légers. On finit, redonner comme tout neuf les restes de la tagra, le temps qu'on oublie avec 1-2 verres de thé. Quand on s'en va, d'autres figues qu'on emporte, c'est comme si le repas va continuer de s'en mêler au temps qui vient, à ce qu'on voit là de rester dans ce poème aussi bien. Voilà. Je ne sais pas si ça répond. Si ce n'est pas de la poésie qui vous invite, ça. Alors vous emporterez non pas des figues, mais des livres. Alors comme je l'ai retrouvé, je vais vous lire la cadence 22, puis on va s'arrêter là. En tout cas, je vous laisserai parler avec Jobs après. On va faire comme musicien de jazz, on va faire un peu de musique. Donc, je trouve que c'est de la prose autobiographique sur le souvenir qui ramène la mer. Donc, c'est moi qui vais le lire. Cadence 22. De temps en temps, le meilleur moment revient. Si la chaleur est grande ou la fatigue parce qu'on a voyagé de façon un peu confortable, un camion nous a menés jusqu'où c'était plus possible d'aller à pied parmi les cailloux muets et la rude poigne de l'été, puis retour à la route qui passe à l'écart d'où on était. On rattrape le prochain bourg comme on peut, courir d'une gare à la station des grands taxis, le mal-confort et le plaisir, fatigue devant la nuit sans forme, écrire. À l'arrivée maintenant, un de ces endroits que tu n'auras pas vu, touriste, parce que rien ne les signale à ta fringale d'on ne sait pas quoi. Presque rien à raconter, les quelques sous pour un verre de lait caillé sucré ou un grand bol du même, au naturel, dans un peu de son jus. Voyage à l'étranger pour me retrouver soudain dans midi, l'été, grand plat de ce cahier que maman vient de poser sur la table. Le meilleur moment de la journée. On a travaillé depuis tôt le matin, ça va continuer tout à l'heure. Voyage qui n'a pas de fin pour aller nulle part, sauf en ces gestes d'accueil alors qu'on s'est cru abandonné. Le monde existe encore à côté de ce qui transforme son intime et fragile variété en un seul mensonge rentable, yogourt en emballage imprimé, tout le monde connaît, tu trouves partout. Bientôt ni les cahiers ni cailloux. Maman va-t-elle mourir complètement? Les petits verres de lait caillé sont conservés dans le frigo, à côté de la couleur mauvais goût rose des pots de yaourt. Quelque chose de consonnant avec les carreaux du local étroit, les quelques chaises blanches, 2 tables, un comptoir. Le frigo se trouve derrière et tout un rangement du magasin laitier. Quelqu'un vient d'apporter pour les vendre aux marchands un monceau de crêpes. Les voilà mises dans une assiette sur le comptoir. Si on a discuté un prix ou si la façon de faire a correspondu à une habitude, j'ai pas pu savoir, puisque j'entends qu'à peine quelques mots d'arabe. De prendre 1 ou 2 verres de caillé, dirait-on pas qu'on me les donne tant ça coûte peu cher, le marchand comme un hôte plutôt que comme un commerçant. C'est répéter un geste d'alimentation légère et gourmande, avec de la parole échangée, qu'on a déjà pratiqué ailleurs et qu'on refait sans plus le remarquer dans le quotidien d'un pays qui ressemble soudain à quelque chose du mien. Geste qu'avait maman de couper dans le grand plat de caillé et le tremblant qu'on pouvait deviner dans ses yeux ménagés. Les yeux ménagés, ça doit être interdit. Geste qu'avait maman de couper dans le grand plat de caillé et le tremblant qu'on pouvait deviner dans ses yeux ménagés. Je finis de manger parce qu'on ne peut pas tant s'attarder.
Pour être vraiment là, il faut savoir s'en aller à temps. C'est ce qu'on va faire. Pour être vraiment là, il faut savoir s'en aller à temps. Et comme si rien ne s'était passé. Alors, même qu'en un raccourci pas du tout marchandé, c'est toute mon enfance que m'a servi le laitier. Ça aurait aussi bien pu être un pot de yaourt en fausse couleur de modernité. Lecteur, l'aurais-tu quand même pas mangé? Ouais, quelques propos à vous. Voilà. Christian, tu veux le micro? Christian Saint-Paul doit parler devant un micro parce que la radio, c'est comme ça. Ce que je viens d'entendre en dernier, on aurait dit du Charnay. Hein. Je comprends très bien pourquoi tu l'as choisi. Alors, j'ai compris aussi ce ravissement de présenter Jam, parce que tu vas retrouver dans Jam, en définitive, ce qui, toi aussi, te définit. C'est cette autobiographie, autofiction permanente. Et on retrouve ça chez Jam, depuis toujours. Il y a deux choses. La première chose, et là, je pense à un de nos maîtres, qui a été Georges Mayols, qui a écrit un livre qui s'appelle « Et ainsi de suite ». Ce qui voulait dire que dans un raisonnement amène à une chose, laquelle chose va amener à une autre, et cette autre chose va mener à une autre, etc. Et ainsi de suite, et ça ne s'arrête en fait jamais. Et dans la poésie de Jam, on va retrouver ça. Et ainsi de suite, quelque chose qui va mener à quelque chose, à une pensée, et une autre, ça va s'arrêter, mais ça va reprendre dans le poème suivant, et ça ne finit jamais en définitive, parce que c'est et ainsi de suite. La caractéristique aussi qui me semble importante dans cette poésie de Jam sacré, et qui fait de cette poésie véritablement quelque chose de passionnant et dont on sait qu'elle va durer, c'est justement qu'elle s'habille du vécu, elle part du vécu, et elle s'habille de cette trivialité. Or, la trivialité, c'est ce que nous vivons constamment. Elle n'occulte pas cette trivialité. Et c'est cette trivialité qui peut paraître paradoxale, mais c'est elle qui va nous amener à l'universalité et en définitive à une conception totalement métaphysique de la vie. Et c'est cette conception totalement métaphysique de la vie qui apparaît dans ces récits de voyage, dans tout ce vécu, dans tout ce déroulement d'une vie, avec toute sa mélancolie aussi, parce qu'il y a vraiment une grande mélancolie dans les textes. Je sais qu'il n'aime pas ça qu'on dise qu'il y a une mélancolie, parce que il a un sens de la résilience qui est extraordinaire, Jam. Et on le retrouve dans les poèmes. Mais certainement, la poésie permet aussi, l'écriture permet d'avoir ce recul, cette pensée permanente qui sautille, dont de ainsi soit-il et ainsi de suite, qui effectivement nous donne cette œuvre qui n'en finit pas. Et c'est très bien d'avoir réuni donc ces trois livres d'André Dimanche qui effectivement sont introuvables aujourd'hui. Voilà. En tout cas, merci. C'était un grand régal toujours d'écouter ta poésie, Jam. Merci. Oui. Ouais, si je peux ajouter là, effectivement, je tiens à partir du vécu, mais vouloir partir du vécu, c'est piégé parce que tout de suite, on s'aperçoit effectivement que les mots ne sont pas forcément à la hauteur pour raconter ce qu'on a vu, ce qu'on a rencontré, etc. D'où, comme disait Yves, continuellement cette réflexion sur le poème en train de se faire, parce que le poème en train de se faire, c'est en même temps le sentiment de quelque chose de très agréable pour moi qui suis en train de l'écrire, et c'est en même temps quelque chose d'un peu désespérant parce que ça nous échappe
et on ne sait pas trop ce que ça retient, ni ce que ça dit vraiment de ce qu'on a peut-être voulu dire pour commencer. Ouais. Merci pour ces lectures, ces extraits. La question que je me pose concerne votre processus d'écriture. J'aimerais savoir, avant que vos mots entrent en état de brouillon continué, à partir de quoi travaillez-vous? À quel moment? Est-ce que c'est des notes en continu dans un petit carnet? Comment vous gardez ces premières impressions que vous voulez capter avant d'entrer dans le processus de brouillon et de poésie? Quand j'écris sur le motif, quand je voyage, j'ai des petits carnets, effectivement, que j'intitule ça ma guenille, parce que c'est sans forme, ça ne veut pas du tout être écrit, mais de temps en temps, il arrive que dans ces carnets, je commence à écrire un poème, quand je suis quelque part. Donc là, un premier brouillon de poème, quoi. Ouais. En fait, c'est presque toujours comme ça, parce que j'écris toujours devant un motif, en fait. Soit vraiment un motif du réel, soit un motif, une sorte de souvenir qui me reste dans la tête. Donc j'écris sur n'importe quoi, n'importe quand, à n'importe quelle heure, des phrases comme ça. Et puis, c'est assez rare que que si je prends seulement des notes, vous voyez par exemple quand je suis au Maroc, je prends beaucoup de notes sur les couleurs de ce que je vois, les couleurs des vêtements, des choses comme ça, des bonnets, d'un tas de choses. Et quand je prends des notes et que je suis ensuite à la maison là et que je veux écrire à partir de ces notes, il me manque beaucoup de choses, parce que je ne suis plus dans les bruits, dans les vraies couleurs, etc. Et j'arrive pas à trouver mes mots. Tandis que quand j'ai commencé un brouillon de poèmes sur le motif dans ce même carnet, là, je peux plus facilement le reprendre après parce que déjà dans ce brouillon, il y a des questions de rythme. Il y a déjà un premier agencement des mots entre eux, et comme disait Christian, ce qui est déjà là amène autre chose, etc. Et donc, ça permet davantage la continuation du poème. Ouais. Il faut d'ailleurs dire que c'est une précision absolument folle sur les couleurs, les odeurs, les plis des tissus, des lieux, précision extrême. Question. Est-ce qu'il y a encore une réaction, une question? Bon, ben, je crois qu'il reste à lire dans le silence, alors, c'est ça. Merci beaucoup, J'aime Sacré, d'avoir donné autant de vous par les livres et par cette belle matinée, fin d'après-midi à Marrakech, à Toulouse. Merci Yves. Comme d'habitude, toujours aussi emporté dans la passion et par la passion. Merci à toute l'équipe de Tarabuste. On va continuer avec vous et avec vos poètes. Merci à tous et à bientôt. Il s'agissait d'une rencontre autour de l'œuvre poétique de J'aime Sacré avec son éditeur Tarabuste et l'écrivain Yves Charnay, à la librairie Ombre Blanche, samedi 16 septembre 2023. Réalisation et mise en onde, Radio en collaboration avec Radio Plus et Radio Terre.